échange de l'usufruit et de la nue propriété de part de société civile ou de société. Application, assurer le logement, notamment aux concubins survivants. Et on va aboutir au démembrement croisé de part de société civile. Alors je l'ai fait une fois, erreur de jeunesse. Alors intellectuellement c'est intéressant, hein. Ça c'est l'ingénierie patrimoniale hein, quand même. Hein. On se rend compte, là, et hop, j'ai une facture. Mais en fait, dans la vie, c'est pas ça. Parce que en cas de désaccord entre les deux associés, monsieur et madame, bien, ça ne va pas le faire. Parce qu'ils ne vont pas vouloir se séparer de l'immeuble. Donc, ils vont rester associés de la société civile en espérant que l'autre va mourir en premier. Et donc, tous les matins, ils regardent par la fenêtre pour savoir, tiens, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas. Ils sont très souples du coup, comme ça. Hein. Donc, si l'objectif de vie, c'est d'attendre le décès de l'autre, c'est pas la peine. Parce que le juge a peut-être aussi accordé la jouissance de l'immeuble détenu par la société à madame qui élève les enfants, par exemple. Donc, monsieur, il lui en veut. On n'est pas là pour ça. Il y a d'autres solutions. On peut avoir une société civile sans démembrement, voilà, avec autant d'applications qu'avec le démembrement croisé de parts sociales. Mais, allez, ça se fait, donc il faut bien le faire. Non, je plaisante. Donc, le concubin n'a aucun droit sur la succession de son ami, ni aucun droit sur le logement de famille. Cela étant, le logement de famille accordé aux personnes mariées, il est ridicule, hein, parce que ça ne lui donne pas l'autonomie pour habiter totalement la résidence comme il le veut. Donc celui-là, oui, ne jamais détenir la résidence principale dans une société civile, parce que lorsqu'elle est détenue par une société civile, eh bien, le survivant ne peut pas bénéficier de sa protection sur le logement de famille. La belle affaire. Tiens, c'est encore plus sécurisant de définir la résidence principale au travers d'une société civile. Je vous renvoie à la vidéo spécifique sur ce sujet-là. Je reviens au concubin survivant, aucune protection, et il ne peut recevoir de la succession de son, j'aime pas dire concubin, j'aime pas ce style, de son ami, que la quotité disponible ordinaire, en plus avec une taxation à 60%, sans abattement. Waouh! Contrairement aux couples mariés, qui bénéficient d'une meilleure protection, mais surtout qui sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit par décès. Les partenaires pacsés, ils ont un peu plus de protection également, parce qu'ils ont un droit temporaire et éventuellement l'attribution préférentielle si elle a été expressément prévue par testament. Le concubin, rien du tout. Rien de rien. Et donc, au premier décès, pas d'attribution préférentielle. Ça ne va pas. Aucun droit légal sur la succession. Donc, on risque de mettre l'autre dans une situation particulièrement difficile. Il y a plusieurs solutions pour le maintien du survivant dans les lieux. Le testament, le lègue en pleine propriété avec faculté d'acquérir, mais à hauteur de la quotité disponible. On peut faire moins cher avec le legs, le testament du droit d'usage et d'habitation, la tontine. La tontine, le bien est réputé n'avoir jamais transité dans le patrimoine de celui qui décède en premier, et donc il revient au deuxième en entier après fiscalité. Alors, le prêt à usage ou commodat, ça, oui, ça je pratique, ça oui, c'est le prêt gratuit en fait. Il vaut mieux qu'il soit à durée déterminée. Ça oblige le prêteur et les héritiers à respecter le contrat. Et enfin, la société civile, avec ou sans démembrement, mais ici avec démembrement croisé.
Nécessité d'une société civile parce qu'on ne peut pas opérer un démembrement croisé directement sur un immeuble, mais on peut le faire sur des parts. Voici la situation finale. Monsieur est usufruitier des parts 1 à 50 et nu propriétaire des parts 51 à 100. Madame, usufruitière des parts 51 à 100 en rouge et nu propriétaire des parts 1 à 50. Imaginons que monsieur décède en premier. En bleu, l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété des parts 1 à 50 chez madame. Madame reste usufruitière des parts 51 à 100 et les héritiers de monsieur se partagent la nue propriété des parts de 51 à 100. Ils pleurent. Le corbeau et le renard. Bon, ils attendent. Monsieur 52 ans, madame 45 ans vivent en union libre. Ils ont chacun des enfants d'un premier lit. Ils veulent protéger son chéri. Eh bien, éventuellement, des actions que pourraient créer les enfants. Donc, ils veulent acquérir leur résidence principale et être sûrs que le survivant d'entre eux pourra librement l'occuper et en disposer, et notamment vendre pour acheter un autre immeuble mieux adapté. Pour ce faire, monsieur et madame créent une société civile. Le capital ici est divisé en 100 parts. Ils se désignent co-gérants. Je me méfie de la co-gérance, mais ici, il y aura un cofinancement. Donc, ils voudront être co-gérants avec les pouvoirs les plus étendus. Également, les pouvoirs les plus étendus aux gérants successifs. Ils apportent à la société les sommes correspondant au prix de l'acquisition de l'immeuble. Alors, pas en compte courant d'associés. C'est une des rares applications de la société civile où il ne faut pas financer un compte courant d'associés. Pourquoi? Parce qu'un compte courant d'associés, en principe, est exigible à tout moment, même s'il n'a pas de contrepartie en trésorerie. C'est le cas. Sauf clause contraire. Alors, même si je mets la clause contraire, quand je rencontre des situations comme celle-ci, eh bien, j'invite à incorporer les comptes courants au capital, de telle sorte que là, les enfants ne peuvent plus agir. Donc, la société achète l'immeuble et ils vont échanger la nue propriété ou l'usufruit des parts. Ils reçoivent 50-50, ce qui suppose un cofinancement. Monsieur est plein propriétaire des parts 1 à 50, madame des parts 51 à 100. Ils vont échanger la nue propriété de leurs parts. Alors on va le voir que la nue propriété est plus intéressant, quoique maintenant, dès lors qu'ils ont plus de 60 ans. Mais maintenant, si ça venait à être confirmé que l'échange ou la vente de l'usufruit supporte que le droit fixe et non pas le droit proportionnel, ils auront peut-être intérêt à échanger l'usufruit maintenant. Mais on continue comme ça. Donc, après l'échange, monsieur, on l'a vu, est usufruitier des parts 1 à 50 et nu propriétaire des parts 51 à 100. Et monsieur décède, ses héritiers, ses enfants, ne reçoivent que la nue propriété. Ici, ils pleurent. Madame devient plein propriétaire de la moitié des parts et reste usufruitière de l'autre moitié. Selon la rédaction des statuts, bien madame, avec l'objet social qui permettra à madame de vendre, en tant que gérant, de décider de vendre la résidence, par exemple. Conséquences fiscales. Au moment de l'échange, en principe, les droits de mutation de 5% sont dus sur le montant du lot le plus élevé, soit sur 50% de la valeur. Et on a vu, avec la jurisprudence de 2022, qui dit que l'usufruit ne supporte que le droit fixe. Un capital faible aurait minoré le montant des droits, mais problème du compte courant, exigible à tout moment.
Si les concubins étaient plus âgés, ils auraient plutôt intérêt à échanger l'usufruit plutôt que la nue propriété. On a vu qu'au premier décès, l'usufruit des parts sociales du défunt s'éteint pour reconstituer la pleine propriété sans impôt.